Je m'appelle Fabien Nury, j'ai 40 ans, je suis scénariste de bande dessinée, de télé, cinéma un peu. J'écris souvent des histoires sombres. J'aime bien les deux. Xavier Dorizan est un grand ami, aussi quelqu'un que j'admire professionnellement. On est restés copains de nombreuses années, on l'est encore, on a écrit 8 albums, un film et un téléfilm ensemble. Donc ça s'est bien passé. Et puis non, j'aime bien les deux, écrire ou coécrire, j'ai pas de préférence. En général, quand je fais l'un, j'ai envie de l'autre. Je suis pas passé de la BD à l'écran, en fait, j'ai toujours fait un peu les deux au même moment. Au moment où je faisais West, on a commencé à travailler aussi sur les Brigades du Tigre. Donc j'ai toujours eu les deux activités, ce qui est en fait assez traditionnel. Contrairement à ce qu'on peut vous raconter, c'est pas une modernité. Charlier faisait déjà beaucoup de télé, Greg en a fait, Van Damme en a fait, du cinéma aussi. Donc en fait, il y a un grand nombre d'auteurs de bande dessinée. S'ils ont eu la chance de croiser un peu le succès, en général se sont frottés d'une manière ou d'une autre à l'audiovisuel. Donc dans mon cas, ouais, ça a pu aller assez loin. J'ai écrit et coécrit des films, j'en ai écrit plein, c'est la loi du genre qui ne se sont pas faits aussi. J'ai créé donc une série pour Canal, Guyane, j'ai écrit toute la première saison, j'ai réalisé un épisode, donc parce que c'était intéressant de faire de la mise en scène aussi, de se confronter à ça. En fait, j'ai aucune préférence, c'est-à-dire j'aime la BD, j'aime le cinéma, j'aime les séries. J'aime aussi la littérature, mais j'en ai jamais fait. J'aime le théâtre, mais je sais pas trop faire. J'ai pas de... Il n'y a ni hiérarchie, ni préférence. Vous auriez tort d'avoir peur parce que, par exemple, quand j'ai arrêté Guyane après la saison 1, alors qu'il y a une saison 2, précisément parce que je souhaitais finir Katanga et faire Tyler Cross 3. Donc voilà, mes priorités ne sont pas liées à un média par rapport à l'autre. Je vais pas arrêter de faire de la BD parce que j'ai la chance de faire un peu d'audiovisuel, ça n'aurait aucun sens. En fait, de temps en temps, on a envie de se colter un tournage ou un gros machin, une grosse bête comme ça, mais en fait, moi, quand je l'ai fait, en règle générale, j'ai assez souvent envie de revenir à des projets qui sont moins gros, mais pas pour autant plus faciles. Je trouve écrire une bande dessinée plus exigeant qu'écrire un scénario audiovisuel. Ça nécessite plus de précision et on a une plus grande responsabilité par rapport au résultat final. Donc non, tant que j'aurai des idées, je continuerai. Après, et indépendamment de l'audiovisuel, ouais, j'en fais peu maintenant. Et je suis content d'en faire peu. Je suis content de faire 2, maxi 3 albums par an, des années 1. Je trouve ça pas mal. Si j'ai de la chance, je peux en vivre. J'aime bien ça. Alors j'ai vu le film, je suis super content. Je suis heureux et fier. Oui, j'ai participé au sens où c'est moi qui ai livré la première version du scénario, sachant que le metteur en scène, Armando Iannucci, et les producteurs avaient toute liberté pour la retravailler, ce qu'ils ont fait librement et avec beaucoup de talent et de travail. Ils ont fait ça d'ailleurs en 2015, pendant que moi je faisais et tournais à Guyane. Donc en plus, j'ai d'autant moins de regrets que j'avais vraiment aucune chance de faire les deux. Et puis ils ont fait un super boulot, et moi J'étais déjà hyper ému qu'un mec comme Armando Iannucci, qui a fait In the Loop, qui a fait VIP sur HBO, qui est donc véritablement une star internationale dans son genre, rien que le fait qu'il considère mon travail, et celui de Thierry évidemment, c'est déjà hyper touchant. Mais alors qu'il y passe 2 ans de sa vie pour en faire un film comme ça, lequel va sortir dans, je sais pas, 50 pays, ouais, ça c'est miraculeux. Et ce qui ne gâte rien, c'est que j'adore le film. J'en suis que je fais ce que je peux. Alors on réfléchit dans des cas comme ça. Benson Gate, c'est pas super bien parti, parce que Renaud il est pris, moi je suis pris, ça fait longtemps, je sais pas trop. Silas aussi, il y a peut-être la possibilité de... Tout seul, j'y arrive plus trop. Alors peut-être avec un peu d'aide. Parce que peut-être qu'il y a des séries qui peuvent aussi vivre avec des auteurs qui peuvent changer, collaborer, etc. Finalement, ce que je fais en série télé, pourquoi je ne le ferais pas en série de BD aussi? Donc c'est possible, on envisage ça. Il faut le faire maintenant ou pas le faire.
Après, dans les deux cas, il y a 4 albums, il y a des cycles complets, plus surtout Silas. Ça me semble pas être une promesse non tenue. Ça me semble pas être abandonné au milieu. Si Silas Claret devait s'arrêter au bout de 4 albums, pour moi il y a quand même 2 beaux diptyques et je suis très content de cette série. Et les gens ils ont ils ont de la lecture, quoi. Ils ont 2 histoires complètes. On s'est pas arrêté alors que le mec était suspendu à la falaise. Katandia, il y aura 3 tomes. Donc le 3e et le dernier. Le tome 3 de Katandia est intégralement écrit, storyboardé. Je crois que Sylvain Vallée en est à peu près à la moitié des crayonnés. Et ça sortira en janvier 2019, je crois. Et ce sera la fin de Katangia. Je fais des recherches pour tous les sujets auxquels je m'intéresse, particulièrement quand c'est historique. En l'occurrence, c'est une fiction historique, mais c'est pas aussi réaliste, je sais pas comment dire, que Il était une fois en France ou La mort de Staline. Pour moi, la vraie différence, c'est est-ce que le protagoniste est un personnage réel ou pas. Là, il s'agit de personnages de fiction dans un cadre réel. Et il y a des personnages réels, mais ce sont des seconds rôles. Donc à ce moment-là, je joue avec l'histoire. Mais c'est une tradition qui est assez, comment dire, ancienne. Bon, c'est évidemment la tradition de tout un pan de romans noirs américains, ce dont tout le monde se souvient, Elroy évidemment. Mais en fait, la tradition, elle remonte à Alexandre Dumas, au moins. Je veux dire, Les Trois Mousquetaires, histoire vraie. D'Artagnan, Milady, tout ça. Je ne pense pas à Les Ferrets de la Reine, mais il s'agit d'une extrapolation sur un contexte historique réel. Donc après, moi, c'est mon boulot de faire en sorte que le vrai et le fictionnel ne vous sautent pas aux yeux. Mon boulot, c'est de faire en sorte que ce soit une mayonnaise, et qu'elle ne retombe pas. C'est pour ça que j'avertis les gens que c'est une fiction et que je ne prétends pas du tout faire œuvre de documentariste ou d'historien. Après, je pense que je m'adresse à des lecteurs adultes, ne serait-ce qu'on regarde la violence des histoires, et que rien ne les empêche de faire comme moi et d'ouvrir 1 ou 2 bouquins d'histoire. Voilà, c'est Tyler Cross, c'est à Miami, parce qu'après le Texas hostile et le bagne de Louisiane, on cherchait un endroit authentiquement délétère et dangereux. Et bien Miami et son immobilier si particulier nous a paru un terreau très propice. Et donc c'est marrant, c'est un lieu qui est à la fois sexy, attirant, mythique, et en même temps il y a des cadavres dans chaque immeuble, quoi, dans le béton. Et donc on s'est projeté là-dedans. Ce qui nous intéressait beaucoup, c'est que dans les 2 premiers Tyler Cross, il y avait du crime et du western. Et là, il n'y a plus que du crime. Donc il y a autre chose, c'est un autre pan de mythologie américaine. Mais contrairement aux autres séries dont on parlait, Tyler Cross, il y a une documentation historique, à peu près sérieuse, mais on s'intéresse plus aux mythologies qu'à l'histoire. C'est plus une réflexion sur les mythologies américaines. C'est l'histoire américaine à travers le prisme de ces légendes. Donc là, c'est plus dans la tradition de certains romans noirs, dans la tradition de... Donc c'est un autre type de doc. Mon auteur préféré pour Tyler Cross Miami, c'est John MacDonald. C'est le premier géant du polar floridien. Il a écrit 80 bouquins, il y en a une trentaine qui sont traduits en France. Il est un peu oublié, c'est dommage, c'est un génie. Donc bon, on lit tout ça, on regarde des films, on fait de la doc historique réelle aussi, et puis on essaye de construire notre histoire. Mais chaque Tyler est un one-shot indépendant d'environ 90 pages, donc il faut que ça se tienne, quoi, début, milieu, fin. Et pareil, on laisse jamais les mecs suspendus à la falaise. Ouais, il y a un matérialisme dément dans le... Mais ça, c'était déjà le cas en fait. La plupart de mes bouquins expliquent que l'argent ne fait pas le bonheur et en fait mettent en scène des personnages ultra matérialistes qui courent à leur perte. C'est le cas dans Katangia avec leur course au diamant, c'est quand même ultra le cas dans Il était une fois en France avec le destin de Joseph Janovici. C'est évidemment le cas avec Tyler Cross qui en général, Tyler Cross il débarque toujours dans des plutocraties. Donc BlackRock était une plutocratie de la plus belle eau, parfaitement tyrannique et consanguine. Tout le bagne d'Angola, et c'était la partie qui était une partie qui m'intéressait le plus, c'était de dire que Angola n'est pas une prison, c'est une entreprise, et que sa vocation n'est pas la réhabilitation des criminels, mais bien le profit. Et c'était à mon avis ça qui faisait un petit peu l'originalité aussi de notre regard sur le bagne. Bon bah là, Miami, c'est tellement évident, quoi. Je veux dire,
l'intégralité de la légende floridienne, on en a même fait tout un petit récit en bonus de l'édition noir et blanc, n'est que prédation, destruction de l'autochtone, désastre écologique, bétonnage, construction. Il y a une vraie jonction entre crime et capitalisme effréné dans l'histoire de Floride. Il y a pas, on le dit dans le bouquin, il n'y a pas une briconnette dans cette ville, quoi. Ça démarre avant même la prohibition et ça continue jusqu'au cartel. Donc c'est une histoire qui est très, très intéressante pour ça, toute l'histoire de la Floride. Alors après, pour autant, je ne pense pas faire des récits, je fais pas des récits militants. Je suis plus porté par les démonstrations, vers les démonstrations par l'absurde. Je crois qu'ils sont pris, les gens dont vous parlez, mais oui, il y a toujours des intérêts, des prises d'options, des choses comme ça. En fait, c'est plus difficile qu'on croit parce que les Tyler, ils ont l'air cinématographiques du fait de leur certaines spécificités de découpage avec des cases en largeur. Mais en fait, ils sont écrits très très littérairement, notamment avec un gros usage des narratifs, une narration chapitrée. En fait, un Tyler Cross, c'est plus dur à adapter que La mort de Staline, par exemple, je pense. Et je le sais parce que je connais des gens qui ont essayé et qui ont eu du mal et qui m'ont demandé de les aider alors qu'ils pensaient s'en tirer sans moi, donc c'était amusant. Et donc ça peut toujours, il y a une possibilité, mais je cours pas après, quoi. Mais oui, il y a toujours des intérêts, des options en cours ou des trucs comme ça. En un mot, génial. Je suis tellement heureux de... Moi j'ai toujours été fan de son style, quoi. Je suis vraiment... Bruno, c'est quelqu'un que je suis allé voir en me disant, voilà, parce que notamment notre premier album ensemble, La Targule, j'arrivais pas à le voir fait par quelqu'un d'autre et c'était miraculeux qu'il accepte. Et puis ça s'est très bien passé et ça n'a fait que bien se passer depuis. En plus, son graphisme, c'est bizarre, mais il a évolué par certains côtés, il a mûri, s'est durci à d'autres moments. J'adore aussi ce qu'il fait sans moi, hein. Au contraire, je suis fan des deux aspects, des deux chemins qu'il arrive à suivre. Et on a une entente formidable, on est super copains. La partie la plus précise, la plus difficile et en même temps la plus jubilatoire de notre travail, c'est le découpage, c'est le storyboard. Je pense qu'on est très très généreux l'un envers l'autre dans la façon dont on accepte de retravailler tout ce qu'on fait. Aucun texte n'est tenu pour acquis, aucun storyboard n'est tenu pour acquis. Et il n'y a que par adhésion et jamais par compromis qu'on aboutit à la page finale. Et donc voilà, j'adore le gars et j'adore le résultat. Comme je peux. D'abord, j'ai pas de méthode. À force, j'ai des habitudes, j'ai des méthodes, mais j'ai pas une méthode. Ça peut changer du tout au tout selon que je développe Charlotte Impératrice, histoire vraie, et Tyler Cross, pure fiction. Déjà, c'est pas du tout la même chose. En plus, j'ai des fois des méthodes qui marchent et qui marchent plus ensuite. Des fois, je pars du plan, des fois, je pars du personnage. Si je suis coincé, en général, je prends personnage par personnage et j'essaye de n'écrire que des scènes de personnages. Qu'est-ce que j'aimerais le ou la voir faire? Et au fur et à mesure, comme ça, je reconstruis, j'essaye de drainer de l'intérêt pour les persos. Et puis, je me dis que l'intrigue doit toujours passer après. Je peux pas trouver un seul exemple où les gens vont dire « Ah, j'ai adoré cet album parce qu'il était si bien boulonné ». Non, les gens se souviennent des personnages et des émotions. Donc c'est vers là qu'on essaye d'aller. Quand j'étais jeune, je faisais des trucs parano, hyper froid et tout. Là, je suis Légion. Et plus je vieillis et plus j'ai d'intérêt pour les débordements du personnage, pour les persos qui vont pas, y compris ceux qui vont pas là où je voulais qu'ils aillent, qui ont la capacité à me surprendre, etc. C'est ma façon d'être optimiste par l'absurde. J'écris des histoires d'époque, d'avant, horrible. Parce que comme ça me permet d'être anti-réac. Non, c'était pas mieux avant. Et comme ça, si je relis un truc sur l'occupation, le stalinisme ou l'esclavage ou le gangstérisme, la notion de progrès peut me rattraper. Donc je suis content. Finalement, c'est mon optimisme absurde à moi que d'écrire des histoires du passé mais affreuses. Parce que le présent m'angoisse et l'avenir me fait peur. On me l'a déjà posé souvent et à chaque fois on me dit comme la science-fiction. Jamais personne m'a dit est-ce que tu n'as pas envie de faire un mélodrame avec une princesse?
Alors, je signale que ça en révèle plus long sur vous que sur moi. Hein, donc je vais faire un mélodrame sur une princesse. Avec Mathieu Bonhomme, et ça s'appelle Charlotte Impératrice, et c'est même drôlement bien avancé. Je crois que le prochain album, donc le premier, il sort en septembre, et c'est une histoire vraie sur une princesse du 19e siècle qui était la belle-sœur de Sissi Impératrice quand même. Donc quand je dis princesse, c'est princesse de chez princesse, Second Empire et tout et tout. Et un vrai, pur mélodrame. Pour autant, ça bouge. Donc oui, de temps en temps, j'ai envie d'autres genres. Mais pourquoi vous me demandez toujours de la fantasy ou de la SF? C'est bizarre. Là, je lance... Avec Mathieu, on va lancer Charlotte, c'est important pour nous, on y tient beaucoup, on aime beaucoup ce projet, c'est une histoire vraie, à la fois épique et émouvante, je pense. Il y a des choses très intimes, d'autres qui relèvent totalement de l'épopée historique. Donc c'est un projet qui demande beaucoup de travail. Mathieu, il met beaucoup de passion et ça saute aux yeux, les pages sont magnifiques. Donc ça, pour moi, ça me va bien. Comme Katanga s'arrête, je suis très heureux que Charlotte commence un peu avant. Donc c'est dans un autre genre, des grands récits historiques comme ça reste quelque chose que j'aime bien. Évidemment qu'on va continuer à moyen ou long terme de faire des Tyler Cross, parce que c'est un peu mon perso préféré. Et puis voilà, et même avec Bruno, on va pas faire que des Tyler Cross, quoi. Déjà, je crois qu'on va préparer un petit truc, on se fait un petit truc, un petit plaisir comme ça, pas trop narratif, mais sur le cinéma de Tyler Cross qu'on se prévoit pour la fin d'année, qui est une friandise à nous. Et puis on a encore un projet très avancé sur lequel il se mettra après ça, qui n'est pas un Tyler Cross, parce qu'on a envie aussi de retourner à des one-shots du type Atargul, ce genre de choses. Et puis ensuite il y aura Tyler Cross 4, sur lequel j'ai déjà commencé un peu de doc et tout ça, mais on n'est pas pressé. Et en fait, ça, plus 2-3 projets annexes, éventuellement, bon, j'ai aussi, c'est vrai, des projets audiovisuels qui pourraient me demander pas mal de temps dans un avenir proche. Ça, c'est bien, ça. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça, pour 5 ans. Si j'en ferai plus, si le truc audiovisuel, il se fait pas, j'en ferai plus un peu en BD, mais pas beaucoup. Et si le truc audiovisuel, il se fait, mon assiette est pleine. Et en fait, j'aime pas, je veux pas ou plus faire de fausses promesses. Il y en a plein, mais je pense pas comme ça. J'ai jamais écrit une histoire parce que je voulais travailler avec un tel. J'écris des histoires parce que j'aime les histoires et je me demande avec qui ça pourrait aller le mieux. Et sinon, donc je pense pas comme ça. J'ai horreur de réfléchir en casting. Et puis, enfin, voilà, je crois que c'est pas... pour moi, ça me paraît fumeux tant qu'on n'a pas le sujet. Donc ouais, bien sûr, il y a des dessinateurs formidables avec qui j'adorerais bosser, mais c'est plutôt... ce que j'aime bien en fait avec ces gens, c'est discuter plutôt. Je suis pas VRP, quoi, et eux non plus. En général, ils sont pris, mais on discute, on a une envie réciproque, on se dit machin, etc. Et puis de loin en loin, un jour, on tombe sur un bac à sable. On s'assoit tous les deux les pieds dans le sable et on fait ouais, là c'est là, on va jouer là. Avec Mathieu, on causait depuis, je sais pas, 10-12 ans. Ben, on a trouvé. Donc je suppose, je fais confiance à l'avenir que ça se passera comme ça. Ah, c'est une bonne question ça. Il y a plusieurs réponses, parce qu'il y a plusieurs parties ta question. La première chose, c'est qu'évidemment, on n'était pas encouragé à arrêter. Et c'est-à-dire que quand on a une série qui marche comme Il était une fois en France, assez logiquement, on dit pourquoi pas 7, 8, 9, etc. Mais bon, c'était une histoire vraie. Et Sylvain et moi, on a fait un choix, à mon avis artistiquement intègre, qui était de dire que pour préserver la même densité, la même intensité, le même rythme, donc la même qualité, il fallait faire 6 et pas jamais essayer de délayer. Donc là, ouais, ok. Je suis fier de ce choix en fait. C'est un choix qui coûte cher. Alors après, on est inquiet, on se dit c'est plus là, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Moi j'étais inquiet 1 an ou 2, bien sûr, mais en même temps, on se rassure, on se dit qu'on fait d'autres trucs, qu'il y a d'autres choses qui viennent.
Tyler Cross est sorti l'année d'après et a quand même très bien marché tout de suite. J'ai eu des années, j'ai eu beaucoup de frustration aussi dans l'audiovisuel, beaucoup de projets qui n'ont pas abouti, etc. Et puis Guyane s'est fait, mais c'était super dur de faire Guyane en Guyane. Donc au bout d'un moment il y avait tout ça et je sais pas, l'après, ce que j'ai trouvé dur à un moment, c'est l'histoire des récompenses et du succès là. Et puis même il y avait eu une expo à Angoulême et tout, et en même temps j'étais hyper fier, hyper honoré. Et en même temps il y a quelque chose que je vivais vachement mal là-dedans. C'était j'avais l'impression que pour certaines personnes, je passais pour un mec surambitieux et narcissique qui a limite réclamé son expo ou qui se bat pour avoir des prix et ainsi de suite. Alors qu'en fait, d'abord, j'ai jamais soudoyé aucun jury et je connais pas les mecs. Ensuite, l'expo, non, je l'ai pas demandé. Et en fait, je suis comme les autres, je fais ce que je peux, quoi. Et le côté... tu vois, le genre de mec qui joue des coudes pour être au premier rang de la photo. Et en fait, je sais que j'ai jamais été ça. J'ai fait de la promo et j'ai fait beaucoup de promo parce qu'à un moment, j'estimais que c'était nécessaire. Mais en fait, j'ai jamais pris de plaisir vraiment. C'était beaucoup de boulot et de tension. Et à un moment, j'ai même carrément arrêté parce que le coût était trop élevé pour moi. Et parce que je m'apercevais que j'étais trop tendu, que je le faisais mal, et que j'allais susciter l'antipathie à la rigueur. Et donc à ce moment-là, c'était vers 2015 et j'ai essayé de me faire discret. Je me suis dit, mais bosse, rentre chez toi, bosse. Mieux vaut que les gens voient ton travail plutôt que ta tête. Et franchement, je me suis pas fait beaucoup voir pendant 3 ans. Là, je refais un truc ou deux, mais j'aime bien ça. Hein. Moi j'aime bien, je suis pas un acharné de la promo, je suis absolument pas mondain, en plus ça me stresse, quoi. Donc voilà, j'ai ressenti ça c'était dur un peu. Je sais, il y a plein, en même temps je mesure bien ma chance, hein, mais c'est fatigant d'être exposé au regard d'autrui. Et honnêtement, je préfère être caché derrière mes albums ou les coffrets DVD ou que sais-je, que être moi seul porte-parole, quoi. C'est pas un truc. Et plus je vieillis, moins j'aime ça. Donc, et en plus, ça arrange personne. Enfin, je sais pas, tout le monde est plus content si je suis en train d'écrire un truc, quoi. Et puis si j'ai du temps, si je suis serein, si je suis bien, je retourne bosser avec mes potes, on prend le temps de faire un chouette truc du mieux qu'on peut, puis on le présente aux gens. Alors oui, il faut le défendre, mais c'est pas... Mon métier, c'est d'écrire, ou de filmer à la rigueur. C'est pas de vendre ce que j'écris, ça c'est pas mon taf. C'est un deuxième taf que je suis obligé de faire des fois, mais c'est pas ça mon vrai travail.